Salut et bienvenue dans cette vidéo d'introduction aux shaders Vanilla. Dans cette vidéo, on va voir comment commencer, qu'est-ce qui compose un shader Vanilla, sur quoi est-ce que ça peut agir, et puis surtout toute la documentation nécessaire pour les comprendre. Et enfin, on verra un cas plutôt simple qui est l'animation de texte via les shaders. Alors, avant de se questionner sur qu'est-ce qu'un Vanilla shader, on va commencer par se poser la question de qu'est-ce que c'est un shader. Un shader, de façon générale, c'est un programme qui vient tourner sur le GPU. Vous savez peut-être que vous avez sur votre ordinateur un CPU et un GPU, les deux ayant des fonctionnalités différentes. Le CPU s'occupe de faire tourner toute la partie gameplay du jeu, tandis que le GPU, donc votre carte graphique, s'occupe de gérer tout l'aspect rendu du jeu. CPU et GPU sont séparés parce que l'architecture, donc la façon dont les processeurs sont construits, est totalement différente. Les GPU sont optimisés afin de faire des calculs mathématiques, tout ce qui est mathématiques vectorielles, les sinusoïdales, bien sûr on verra ça plus tard dans la vidéo. Mais les GPU ont vraiment cette fonction de rendu vidéo. Et donc, pour schématiser, le CPU va donc envoyer les informations importantes au GPU, et le GPU qui aura déjà chargé tous les assets, donc les assets c'est les textures, c'est les modèles, va s'occuper de faire le rendu de ceci. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que le GPU, il est capable de faire tourner des petits programmes qu'on appelle shaders. Et ces petits programmes, c'est la partie qui va influencer le rendu. Votre carte graphique est capable donc de faire le rendu de n'importe quel jeu vidéo, mais pour ça, elle utilise des données d'entrée. Et ces données d'entrée, elle va les transformer en données de sortie. Et les données de sortie, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est la couleur des pixels. Ces données d'entrée, elles vont être traitées et elles vont passer par des sous-programmes. Et ces sous-programmes, c'est justement les shaders. Et donc c'est ça qu'on va explorer. Le langage qui est donc utilisé dans Minecraft pour faire le rendu, c'est le GLSL. Si vous êtes familier avec le C ou le C++, ça sera plutôt simple à apprendre parce qu'il y a des bases assez communes. Le lien de ce PDF sera dans la description. C'est un document qui vous explique absolument toutes les spécificités du langage. Il est un peu long, vous n'êtes pas obligé de tout lire, mais le plus important, c'est vraiment de comprendre les types de variables, les définitions de fonctions, tout ce qui en retourne, vraiment les fondamentaux du langage pour être capable de se débrouiller. Ça va être important pour la suite de la vidéo. Pour pousser un peu plus loin, il y a ce site-là, enfin c'est un site, c'est The Book of Shaders, c'est même traduit totalement en français, et il y a absolument tous les algorithmes possibles qui sont exécutés dans les shaders, qui sont répertoriés, qui sont très très bien détaillés. C'est vraiment une très très bonne ressource. Maintenant revenons au GPU, et posons-nous la question de comment est-ce que le jeu peut rendre une image. Et ben, pour ça, on va étudier ce qui s'appelle la rendering pipeline. La rendering pipeline, ça se résume à ça. Alors bon, les experts me diront que ça c'est Vulkan, mais ici on va juste se concentrer sur ça parce que il y a des étapes qui nous intéressent, et les deux étapes qui nous intéressent pour les vanilla shaders, c'est le vertex shader et le fragment shader. On n'a pas accès à d'autres éléments en vanilla autres que ces deux-là. Le vertex shader, en quoi est-ce qu'il consiste? Donc la rendering pipeline, c'est l'ensemble de ces différentes étapes. L'idée, c'est que vous pouvez imaginer au-dessus que le CPU envoie les données au GPU, et ensuite le GPU va suivre les différentes étapes afin de renvoyer l'image finale. C'est très résumé, mais dans l'idée, ça reste toujours valable. C'est-à-dire que le vertex shader représente les différents points. Quand vous serez à l'intérieur du vertex shader, ça sera toujours exécuté en tant qu'un point. Donc par exemple pour ce triangle, le vertex shader, chaque point a un ID, donc 0, 1, 2, et vous exécuterez votre code pour le point 0, le point 1, le point 2. Le deuxième shader qui nous intéresse en vanilla, c'est le fragment shader. Le fragment shader s'exécute pour chaque pixel qui est à l'écran. C'est-à-dire que entre le vertex shader et le fragment shader, qu'est-ce qui se passe?
le GPU va projeter sur l'écran, sur la surface 2D de l'écran, les différents éléments 3D. Et donc, il va le transformer en une matrice de pixels, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, le fragment shader, c'est attribuer pour chaque pixel une nouvelle couleur. Avant de passer aux Vanilla Shaders, on va se familiariser un petit peu avec le GLSL et sa syntaxe, ainsi que les fragment shaders. Donc pour ça, on est sur ShaderToy. C'est un outil en ligne qui nous permet de voir en direct nos changements sur un fragment shader. Donc à droite, on a notre partie de code, et on peut voir que c'est donc un fragment shader, et il a une chose très importante que tous les fragment shaders ont, c'est une valeur de retour fragcolor. Alors le nom peut être différent de temps en temps, mais en l'occurrence, c'est la couleur finale du pixel. Donc là, la couleur finale du pixel, comme on calcule pixel par pixel, c'est-à-dire qu'on n'a pas idée du résultat final du pixel, du pixel voisin, on a à calculer pixel par pixel. On peut avoir des données d'entrée, ici on en a quelques-unes, et d'ailleurs on va l'utiliser tout de suite pour calculer l'UV. L'UV c'est quoi? C'est qu'on va déterminer que en haut à gauche ça va être les coordonnées 0, 0, et tout en bas à droite ça va être les coordonnées 1, 1. Donc les coordonnées du coin en haut à droite ça sera 1, 0, et les coordonnées en bas à gauche ça sera 0, 1. Pardon. Le but c'est d'avoir une distance finie, parce que si on n'a pas de distance finie et on peut avoir potentiellement un écran théoriquement d'une infinité de pixels. Alors que si on divise par la largeur de l'écran, eh bien on se retrouve avec une valeur qui sera toujours entre 0 et 1. C'est pour avoir une entrée qui soit toujours finie. D'où l'intérêt de l'UV. Ensuite, on va utiliser l'UV en fonction du temps, donc item, qui est une autre donnée d'entrée du shader qu'on peut trouver ici. Et on va lui appliquer une fonction, et c'est ça qui va créer le gradient. J'ai pas trop évoqué les types, UV, enfin les types de variables. L'UV, c'est un vecteur 2, donc c'est-à-dire un vecteur à 2 dimensions. Ne vous méprenez pas, c'est pas toujours comme en mathématiques, enfin en géométrie basique, c'est-à-dire que un vecteur, ça contient des valeurs. Un vecteur, c'est une structure de données. C'est-à-dire qu'un vecteur à 2 dimensions, ça représente une structure qui contient 2 données. Un vecteur 3, ça sera la même chose. En l'occurrence, pour l'UV, ça représente bien le vecteur avec la flèche, mais pour les couleurs, on utilise un vecteur à 3 dimensions pour représenter les composantes R, G et B. Ensuite, on utilise un vecteur 3 ici. Cependant, on a la fragcolor et on renvoie un vecteur 4 dedans. Pourquoi? Parce que en GLSL, on a tendance à renvoyer des vecteurs 4 pour les couleurs. Parce que les composantes RGB ne sont pas toujours suffisantes. Parfois, on a besoin de l'opacité. Et donc, pour représenter l'opacité, on rajoute une composante qu'on appelle l'alpha, et donc qui vient s'ajouter ici. À noter que les couleurs en GLSL sont toujours comprises entre 0 et 1. Chaque composante est comprise entre 0 et 1. Donc si je voulais afficher du rouge, je ne mettrais pas... donc on peut le faire en direct. Si je souhaite avoir du rouge, hop. Ici, on va transformer. Au lieu de mettre 255, 0, 0, ce que je viens faire, c'est que je viens poser 1, 0, 0. Hop. Pas besoin de ça. Voilà. Et du coup, là, on a du rouge. On peut théoriquement placer 255. Parce que je me doute bien qu'il y en a certains qui vont essayer. Mais, et donc, vous allez me dire que ça marche. Mais le problème arrive si on rajoute d'autres couleurs. Donc, par exemple, que ici, on vient rajouter 128. Donc là, on devrait avoir un orange normalement. Et sauf que là, on voit qu'on a du jaune. Mais le jaune, c'est quoi? Le jaune, c'est l'entièreté de la composante de rouge plus l'entièreté de la composante de vert. Or, c'est pas le cas puisqu'on n'a que la moitié de la composante de vert. En théorie.
Donc ce qu'il faut faire, si on veut utiliser les nombres décimaux, donc on peut prendre le color picker et prendre cette couleur-là. Voilà, donc là on a les composantes auxquelles on est habitué, c'est-à-dire sur une échelle de 0 à 255. On peut venir la copier, remplacer à l'intérieur, mettre des points pour préciser que c'est des flottants. Attention à bien modifier le 1 en 255, parce qu'on change d'échelle. Et bien sûr, à la fin, du coup, on divise par 255. Et en divisant par 255, on obtient bien la bonne couleur. Alors que si l'on ne divisait pas par 255, eh bien ça serait du blanc, parce qu'on considère que tout est déjà supérieur à 1. Maintenant qu'on a cela, on peut faire des conditions. C'est-à-dire que on a l'UV, l'UV c'est la position sur l'écran, entre 0 et 1. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se dire que on souhaiterait avoir la moitié de droite qui soit d'une autre couleur. Alors du coup pour ça tombe bien parce qu'on est sur une composante qui est finie. Elle est forcément comprise entre 0 et 1. Donc sur l'axe X, si elle est supérieure à la moitié de l'axe X maximal, c'est-à-dire 1, la moitié de 1, pardon, donc 0,5, donc if uv.x est supérieur ou égal à 0,5, que fait-on? Eh bien, on va renvoyer une autre couleur. Donc, c'est-à-dire que... Alors, on va commencer par créer une autre couleur. Donc, vex recall, juste la déclarer, ça sera suffisant. Call sera égal à vex3. On va prendre une autre couleur. On va prendre les couleurs de... J'espère que ça va pas fermer si je cliquais comme ça. On va prendre le gris, voilà, très bien. On va prendre ce gris là, donc c'est 117, donc c'est 117 points, c'est par 255. Et sinon, on utilise la couleur qu'on avait déjà. Mince. Comme ceci. Divise par 255. Et donc on va retrouver une syntaxe comme on avait tout à l'heure, dès sur la template, avec 1. Et donc ici, vec3. Vec3, pardon. Call, pardon. À noter que le GLCL est bien pratique puisque quand on a un vecteur 3 et qu'on veut le transformer en vecteur 4, on a juste à le placer dans un vecteur 4 et spécifier une nouvelle valeur et il complétera complètement le vecteur 4 et donc le 1 sera la quatrième composante du vecteur 4 et les composantes x, y, z du vecteur 3 deviendront les composantes x, y, z du vecteur 4. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Donc là, on a bien la moitié, donc quand x est supérieur à 0,5, qui soit supérieur à x. On peut évidemment, après, venir rajouter des sinus de e-time. Hop là. Comme ceci. Et donc là, notre milieu va changer. Par contre, donc il faut. Alors là, en fait, ce qui se passe, si vous n'avez pas compris l'erreur, c'est que la fonction sinus, alors on va ouvrir une fenêtre Desmos, c'est que la fonction sinus, elle est comprise entre 0 et 1, enfin sa sortie est entre 0 et 1, sauf entre 0, pardon, pas 0 et 1, justement c'était ça l'erreur. Elle est comprise entre moins 1 et 1, et donc quand on est inférieur à... Quand on est inférieur à moins 1, elle disparaît, la limite, là, au lieu de remonter, elle est dans le négatif. Donc pour fixer ce problème, on va venir faire plus 1,
puisque sa limite négative elle est en dessous. Donc on va prendre tout ça, on va faire +1. Donc comme ça, la limite est toujours comprise entre 0 et 1, sauf que maintenant la borne supérieure est à 2, donc on peut juste venir diviser par 2. Et donc là, on a bien une borne supérieure à 1 et une borne inférieure à 0. Et donc, on a juste la même chose à faire ici. Divisé par 2. L'erreur ici, c'est que c'est pas un flottant. Voilà. Et donc là, voilà. Et de l'autre côté, ça devrait repartir juste après avoir touché le bord. Exact. On va maintenant passer sur la partie des Vanilla Shaders. Avant toute chose, je vous recommande vivement d'installer le mode Shader Reload qui a été fait par Soso il y a pas mal de temps, qui permet de reload les shaders sans avoir à reload les assets, donc les textures, les modèles, les sons, tout ça. Ça sauve énormément de temps parce que juste reload les shaders, ça prend pas beaucoup de temps. C'est vraiment très rapide. Et c'est un point que j'ai pas vraiment abordé jusqu'à présent, mais les Vanilla Shaders, tous les problèmes qu'on peut rencontrer sont toujours très spécifiques au cas par cas. Donc il y a beaucoup d'expérimentation à faire quand on fait un projet. C'est-à-dire qu'on va tester, puis observer le résultat, puis tester autre chose, observer le résultat, et donc en faire des déductions. Il y a quand même quelques documentations qui sont ce document, qui est un GDoc qui a été créé par VDVman il y a en 2021. Et qui répertorie quelques exemples de shaders. Ça peut être utile à lire. Ceci dit, c'est pas la documentation qu'on utilise le plus au quotidien, puisqu'il y a il y a un shader wiki qui notamment inclut ce fichier qui s'appelle Core Shader List, qui contient la liste de tous les core shaders et donc sur quoi est-ce qu'ils agissent. Ça permet de retrouver rapidement tous les éléments du jeu. C'est vraiment super utile. On va l'utiliser juste après, donc je vous montrerai. Nous revoici dans Minecraft, et donc on va faire un exemple pour illustrer un exemple sur les core shaders. Il y a deux types de shaders principaux. Les premiers, c'est les core shaders, et donc les seconds, ce sont les post shaders. Donc les post shaders, ils sont assez connus, notamment pour faire pour couvrir tout l'écran. Il y a des exceptions, mais par exemple quand on est dans un creeper, dans une araignée ou dans un Enderman, ça vient changer notre mode de vue. Ça, c'est un post shader, mais je vais pas plus les évoquer aujourd'hui. Hop. Voilà. Ça, c'est les post shaders. Il y a également les core shaders. Les core shaders, c'est quoi? C'est un shader qui va s'appliquer, mais seulement sur une partie des blocs ou des éléments que l'on peut voir à l'écran. Donc on est sur le document que j'ai évoqué tout à l'heure, et ce document-là liste tous les core shaders qui existent. C'est-à-dire qu'il liste les core shaders qui existent, ainsi que les différents éléments que chaque core shader dessert. Donc par exemple, le core shader Translucent Moving Block va affecter uniquement les blocs qui sont en mouvement. Si on prend alors je ne sais pas si c'est Undertype ou pas, mais le Tripwire, eh bien ça n'affecte que les Tripwires. Donc si on crée un shader custom, on souhaite modifier les core shaders, eh bien si on change le shader Tripwire, cela n'affectera que les Tripwires. Si on change par exemple le Armor Cutout Knuckle, ça n'affectera que les Armor Trims et les armures. Pour trouver les templates des différents shaders qui existent déjà en Vanilla, parce que le jeu Vanilla charge les shaders, mais nous on va venir les modifier. C'est-à-dire qu'on va venir remplacer dans notre ressource pack les différents shaders.
Alors pour ça, on va aller sur le repo mcmeta. C'est un repo qui est mis automatiquement à jour dès qu'il y a une mise à jour avec les différentes, tous les assets Vanilla. On va aller sur la branche Assets. On va rentrer dans Assets, Minecraft, Shaders. Donc là, on a bien les posts et programmes, c'est-à-dire les parties des post shaders, ainsi que core. Include, c'est juste des différents fichiers qu'on peut appeler un peu comme des fonctions, et donc on a surtout les core shaders qui sont tous ici. Et donc là, on peut voir la liste de tous les shaders qui existent. Pour notre exemple, on souhaite modifier un texte, animer un texte. Donc moi, par exemple, j'avais imaginé qu'on fasse tomber notre texte et une fois au niveau du milieu de l'écran, il rebondisse et retombe sur le côté. Pour ça, on va se rendre sur la core shader list, et on va chercher texte. Alors normalement, on va chercher texte, mais tout en haut de la liste. Voilà. Et donc là, on voit les différents. Celui qui nous intéresse, c'est le premier, c'est juste le texte normal. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais tout en haut, le texte était... titis. Mince, je le trouve plus. Texte. Le texte était dans la catégorie UI, qui, elle, était dans la catégorie renderType. Ça veut dire que le fichier qu'on doit chercher, c'est renderType_text. Du coup, on va aller ici, puis on va chercher dans les renderType, et c'est ici. Et donc là, on voit qu'on en a 3. On a le renderType.fsh, le renderType text.json et le renderType text.vsh. Le fichier VSH, c'est le vertex shader. Le FSH, c'est le fragment shader. Et le JSON, c'est ce qui va être appelé. Le JSON a différentes propriétés qui sont pas forcément... c'est très utile, mais à comprendre dès le départ, c'est pas forcément ce qui est le plus utile. Donc, je vais pas l'expliquer ici. On va donc copier les 3 et les mettre dans notre resource pack. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai créé rapidement un resource pack et j'ai créé toute l'arborescence et j'ai juste mis les 3 fichiers, donc Vanilla, vraiment ceux qu'on voit sur mcmeta, et je les ai copiés-collés et je les ai placés là. On peut maintenant aller en jeu, rafraîchir. Donc j'ai bien le resource pack, de Lawn. Et maintenant on va regarder les spécificités du texte. La spécificité du texte, c'est que ça a avant tout un fade-in, une période où ça va rester, où l'opacité va rester la même, et un fade-out. Pendant les phases de fade-in et de fade-out, pendant ces périodes-là, l'alpha, donc je rappelle l'alpha c'est l'opacité de l'élément, change. Eh bien l'idée c'est d'utiliser cette valeur-là, parce qu'on va être capable dans le shader de lire la valeur d'opacité, et de l'utiliser comme une variable temporelle. C'est-à-dire qu'on sait à quel moment est-ce que ça va commencer. Donc c'est-à-dire quand l'alpha sera égal à 0, et l'animation doit se terminer quand l'alpha sera égal à 1. Du côté de notre shader, on a le VSH et le FSH. Et comment est-ce qu'il est structuré? Alors, le VSH est structuré avec des entrées. Il est uniforme, ce sont des constantes, et des sorties. Ces sorties, on les retrouve en entrée du fragment shader. Donc si vous regardez bien, les in ici, ce sont les out du VSH. Et le out du FSH, c'est toujours fragcolor. Il n'y a pas d'autres potentiels out. Il peut juste y avoir la couleur. Et quand on regarde dans les entrées du VSH, on a tout particulièrement la couleur. Et la couleur, ça correspond à la couleur que l'on change, la couleur qui est affichée quand on change la couleur du texte. Donc, par exemple, quand on veut l'afficher en rouge, eh bien, le paramètre couleur change ici. Donc le but, ça va être d'identifier la couleur via la variable couleur.
Pour ça, on va prendre une couleur au hasard. Donc par exemple celui-ci. Donc 42, 42, 40, non 42, 45, 62. Hop, on va aller en jeu. On va faire notre titre et on va lui donner cette couleur-là. Donc il s'affiche de la couleur de mon éditeur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est chercher à l'isoler. Donc on va revenir sur l'éditeur et on va rajouter une condition. Si la color.rgb, alors on va mettre ça plutôt dans un IVEC for, donc on va multiplier ça par 255, est égal au IVEC for. Donc IVEC, c'est pour signifier que c'est un vecteur à 4 dimensions, mais qui contient uniquement des entiers. Faire cette méthode-là, ça permet de réduire la potentielle imprécision due à la virgule flottante. Et donc ici, on va juste prendre ça. Et d'ailleurs, je me suis trompé, c'est pas IVEC4, mais IVEC3. Parce que on a bien color.rgb, on ne prend pas l'opacité en compte. Et donc, si la condition est vraie, eh bien la vertex color, c'est-à-dire la couleur que l'on va envoyer vers le fragment shader, eh bien on va la changer. Donc, alors ça, on n'a pas le droit. Donc ça sera 1.0. Et on va mettre du rouge pétant, comme ça on va bien voir la différence. Donc pour l'instant, on a la couleur comme ça. On va reload le resource pack et on peut voir que ça s'affiche bien en rouge. Donc c'est bien ce qu'on cherchait à opérer. Maintenant, on peut voir que l'ombre de la texture, elle s'affiche pas correctement. C'est parce que l'ombre a une autre couleur. Et donc, pour ça, on va devoir utiliser... Alors, on a en times, on a 10 secondes. Donc, je vais remettre le texte. Et oh là. On va prendre la couleur. Et donc, c'est 10, 11, 15. Et donc là, on va rajouter un OU. IVEC3. Alors, idéalement, il faut le faire différemment. IVEC3. IVEC3. Voilà. Comme ceci. Et donc là, si on reload, eh bien on a aussi l'ombre qui s'affiche en rouge. Ça c'est parfait parce qu'on peut voir que tous les autres textes qui sont d'autres couleurs ou peu importe, par exemple là si je mets F, l'ombre va encore s'afficher en rouge parce que alors la fonction qui paramètre l'ombre est un peu bizarre, donc il faut mettre plus de 3 valeurs. Mais par exemple, du coup, si je mets 4, ce qui veut dire que j'ai augmenté de 16 valeurs, parce que c'est de l'hexadécimal, eh bien, on peut voir que ça a bien disparu. Donc, ça nous laisse un certain degré de liberté sur ce qu'on peut faire derrière. Alors, dans notre cas, c'est bien, on a changé la couleur, mais nous, ça ne nous intéresse pas, à part que on souhaiterait rétablir la couleur d'origine. Donc pour ça, on va venir placer des accolades comme ceci. Et maintenant, ici, la couleur, on va juste la rétablir telle que... alors, il faut séparer les deux. Comme ceci. Non, de toute façon, je vais dans mon presse-papier. Et donc la vertex color. Et en fait, ici, on va venir prendre l'ombre normale, enfin la bonne couleur d'ombre. Donc, on a besoin de celle-ci. Alors, ouais. Donc là, je vais la mettre directement en virgule flottante. Ça sera plus simple. Et le blanc, je crois, c'est juste du blanc, juste pour m'assurer.
Ah non, c'est pas du blanc totalement. Donc on va modifier ça. Et surtout, le plus important, c'est qu'on voit que l'opacité, on la force à 1. C'est super important parce que, donc là, si on reload et qu'on affiche avec notre couleur, et ben ça s'affiche en blanc, alors qu'en réalité, on l'a bien affiché en bleu foncé, gris. Donc là, on a réussi à isoler notre texte et il s'affiche correctement. Mais comme je disais, l'opacité, elle est forcée à 1. Mais ça, c'est important parce que du coup, on va pouvoir l'animer en toute liberté. Donc là, c'est normal parce que il est en stay. Mais par contre, si je mets, on va mettre 3 secondes de fade in et que je raffiche le texte, et ben, il sera tout de suite totalement opaque. Maintenant, on revient sur Desmos. Et on va designer une fonction qui va permettre d'imaginer le mouvement, de l'objet. Alors, il nous faut une première fonction qui va designer le mouvement vertical. Donc, on va imaginer que notre axe X, c'est l'axe du temps, et que l'axe Y, ça sera sa transformation sur l'axe, l'axe Y, ça représente la transformation de l'objet sur l'axe Y. Donc on va designer une fonction f de x, ou de t du coup même, f de t qui va être égal à, alors on a plusieurs choix. On va commencer avec une fonction linéaire. C'est-à-dire que elle va commencer avec un offset qui va être négatif et va finir avec un offset positif. Donc normalement là, si on fait une addition, elle partira du bas de l'écran et arrivera en haut. Donc on va implémenter ça. Et donc on va venir. Alors on a plusieurs choix. Mais on va plutôt. Oula, pas comme ça. On va plutôt faire un vecteur 2. On va faire une fonction qui va définir un vecteur 2 et comme ça on va pouvoir l'utiliser à ces deux endroits-là. Et donc ce vecteur 2, ça va être move, et donc movement, ça va prendre juste t. T qui sera toujours compris entre 0 et 1, donc c'est-à-dire l'alpha. Donc int t. Hop. Et donc là, ça sera move t. Quand on appellera, ça sera l'alpha. Donc on n'a plus qu'à return un vec2 avec dedans 0 sur l'axe x, et on va faire t fois un coefficient, on va dire 10 pour qu'on le voit passer. Et donc mauve, on va venir le placer ici. Alors à noter quand même que la vertex color, on l'a définie ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer les choses en commun à la fin. Si c'est ni une couleur ni l'autre, on va venir placer ça ici comme ça. Donc si c'est ni la couleur 1 ni la couleur 2, pareil, hop. Si c'est ni la couleur 1 ni la couleur 2, alors ça peut que être la couleur 3, et donc on va définir la vertex color comme ceci. Voilà. Et donc la vertex distance qui est commune à tous les éléments, on va venir la prendre et la placer ici. Sauf que ce qui va changer, c'est que la position, là il y a un fois position, mais on ne peut pas modifier la position parce que c'est une valeur d'entrée, donc on n'a pas le droit de la modifier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une autre variable temporaire, qui va du coup être un vec3, qui va être offset. On va quand même le définir sur un vec3
de 0. Et on va faire position plus offset. Donc ça serait peut-être même intéressant de renvoyer un vecteur 3 ici pour nous faire gagner du temps. D'ailleurs j'avais oublié ça. Donc on renverrait ça ici comme cela. Et donc maintenant on n'a plus qu'à appeler mauve pour modifier quand on est dans un cas où on a bien une des deux fonctions que l'on souhaitait utiliser. Enfin donc une des couleurs que nous avons prédéfinies. Et donc offset, ça sera mauve de color.a, comme je disais tout à l'heure. Et donc pareil ici. Et ça devrait être bon. Donc on va réessayer. Alors ici, j'ai cast un float sur un int. Int 35. Parce que plus, tac, déjà ça sera mieux. Et ça sera mauve de color.a. Et on a oublié de déplacer GL position. Parce que là, en fait, c'est juste GL distance. Donc ça, c'est pour la fog. Et position plus offset. On va mettre un nombre un peu plus grand aussi. On peut retourner sur Minecraft, rafraîchir. Et là, on voit bien qu'il y a un mouvement continu. Donc c'est pas mal. Mais maintenant, on va designer la vraie fonction. Ok, donc j'ai un petit peu réfléchi à la fonction que je voulais avoir pour animer l'objet. Donc c'est juste deux fonctions carrées. Si je retire ça, vous pouvez le voir très clairement. Mais il ne faut pas oublier que ça représente un mouvement le long d'un axe, donc seulement le long de l'axe Y. C'est pour ça que j'ai fait ce petit démonstrateur avec un point. Et donc on peut l'animer avec dt. Donc dt, ça représente notre alpha, entre -1 et 1. Notre alpha, il sera toujours entre 0 et 1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le multiplier par 2. On va multiplier alpha par 2. Et on va lui appliquer -1. Ce qui fait que nos bornes vont devenir -1 et 1 au lieu de 0 à 1. Et donc avec ça, on n'a plus qu'à lancer l'animation. Et on voit bien qu'on a l'effet de rebondissement. Donc là, j'ai réimplémenté la fonction mathématique qu'on a designée sur Desmos directement dans notre shader. J'ai remplacé les valeurs, les différentes variables par des valeurs numériques pour que ce soit plus efficace. Et juste, j'ai multiplié par 100, j'ai mis un facteur 100 afin que ce soit, que l'effet soit visible. Parce que là, sinon, vous pouvez voir que l'effet, il est juste de 5, il est au maximum, il est à -6 de décalage. Mais nous, on veut vraiment qu'il sorte de l'écran. Et le moins en face, c'est pour renverser l'animation, parce que sinon, elle irait vers le haut au lieu d'aller vers le bas. Parce que Ah, mais en fait, non. Effectivement, je me suis trompé. J'aurais plutôt dû faire comme ceci, c'est-à-dire retirer à l'offset la valeur de mauve. C'est plus propre de le faire comme ça. Mais on peut aller sur Minecraft et normalement, si on rafraîchit et que l'on utilise le title, alors c'est peut-être un peu lent, mais on peut voir du coup que le texte bouge correctement. Et surtout, on va pouvoir venir modifier la vitesse d'exécution en modifiant, le fade-in. Oula, donc là, ça c'est peut-être un peu rapide. Mais donc, on est à 60 ticks pour 3 secondes. Donc, on va mettre, je sais pas, 50 ticks. Juste pour réduire un peu. Donc là, on a un effet de décalage. Mais on avait dit aussi qu'on voulait un décalage vers le côté. Donc pour ça, il n'y a rien de plus simple. On va sur VS Code et on va créer, on a plusieurs choix. Mais le plus simple, ça pourrait être juste de venir modifier la composante X de output pour lui mettre T divisé par 10. Et donc là, on va avoir un mouvement constant.
Donc ça sera clairement pas assez. Donc avant que ce soit modifié. Ah, donc il va falloir qu'on inverse ça, parce que là on a modifié t pour l'avoir entre -1 et 1. Donc on veut avoir t après cette modification. Donc on peut rafraîchir. Ah mince. Et c'est parfait ce qu'on veut, sauf que ça va dans le mauvais sens, donc c'est -t. Et donc là, pareil, on n'a plus qu'à rafraîchir. Et donc on a pile poil l'effet qu'on veut. Si on voulait le faire, créer le décalage que après le milieu, ben, on a juste à remettre les 0 ici. Et dans le S, output, donc là on va juste plutôt réutiliser output tout court. Vec3 -t. 0 comme ceci. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. On a vu beaucoup de choses. On a vu qu'est-ce que c'était un shader, qu'est-ce que c'est un vertex shader, qu'est-ce que c'est un fragment shader, comment les utiliser. On a mentionné les post shaders. On n'a pas vu malheureusement dans Minecraft comment utiliser fragment shader, mais c'est la même chose que sur Shader Toy. Je préférais garder la vidéo un peu plus courte plutôt que repartir sur une demi-heure de fragment shader, parce qu'on peut faire des choses fantastiques, mais il faut savoir s'arrêter. Si vous avez des idées d'amélioration, je suis preneur. Je suis pas sûr de faire une nouvelle vidéo de sitôt parce que ça prend énormément de temps à préparer. Mais j'espère que vous avez appris quelque chose en tout cas. Bref, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Et puis à la prochaine. Ciao.